Demain sera célébré l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. D'après un sondage commandé en 2011 par les animateurs d'un site contestataire, près de 60% des Français doutent de la version officielle. Si l'on y ajoute les sans opinion, car être sans opinion, c'est déjà refuser de croire le message gouvernemental, alors on arrive à 70% de sondés qui, à des degrés divers, se distancent de la thèse officielle. À mon avis, ils ont raison. Bien que n'ayant pas étudié le dossier en profondeur, ce que j'en connais suffit pour nourrir mes doutes. Je dis bien nourrir mes doutes, car les expertises et les contre-expertises ont chacune leurs points forts et leurs points faibles. Prenons l'exemple des microparticules émises lors de l'effondrement des tours. Certains y voient un argument supplémentaire en faveur de la thèse selon laquelle les destructions auraient été préparées au moyen d'engins explosifs. Largement diffusée, cette thèse invoque des bombes à hydrogène tactiques, c'est-à-dire de faible puissance, comparées à certains engins du même type. Des études techniques parlent d'une ogive principale placée sous la tour. Son explosion aurait pulvérisé la partie basse du bâtiment, c'est la zone bleue. Les étages supérieurs, moins touchés, auraient été réduits à l'état de débris, c'est la zone verte. Quant à la partie supérieure du bâtiment, très peu endommagée, elle tomba verticalement, éjectant les poussières et, ainsi, provoquant le nuage. Cette version est soutenue dans des rapports comme celui-ci, épais de près de 250 pages. Avant toutefois de conclure, il convient de lire ce contre-rapport publié par un journal d'ingénierie mécanique. Les auteurs ont déterminé l'énergie nécessaire pour pulvériser du béton. Leurs calculs, très techniques, requièrent des connaissances en mathématiques et en physique. À l'aide de schémas, ils expliquent pourquoi, suite à l'impact de l'avion, la tour a pu s'effondrer en se pulvérisant sans qu'il soit besoin d'invoquer des engins explosifs supplémentaires. Sur cette question, qui a raison et qui a tort? Personnellement, faute de compétences et n'ayant pas étudié le dossier de manière assez approfondie, je suis bien incapable de le dire. On me rétorquera que bien d'autres arguments existent. J'en conviens. Mais on l'a dit, et on le dit encore, pour les prétendues chambres à gaz homicides hitlériennes. Par conséquent, il ne suffit pas de lancer « plein d'arguments existent », car le nombre ne fait rien à l'affaire. Ces arguments, il faut les considérer sérieusement un par un. Voilà pourquoi la prudence s'impose avant de conclure. Pour ma part, sur le 11 septembre, je réserve mon jugement. Mais je nourris des doutes, car l'affaire du Pentagone présente elle aussi de nombreuses zones d'ombre qu'il serait malhonnête d'écarter d'un revers de la manche. Enfin, l'histoire le démontre. Ce genre de manœuvre destinée à faire accepter au peuple une entrée en guerre n'a rien d'impossible ni d'extraordinaire. Les gouvernements des États-Unis y ont déjà eu recours. Quoi qu'il en soit, ce sondage relatif aux événements du 11 septembre confirme ce que j'ai toujours dit, à savoir que le peuple n'est pas, et de loin, totalement manipulé par les médias. Les gens peuvent réfléchir. Dans leur majorité, ils savent que la presse ne leur dit pas tout. Et pourtant, d'élection en élection, les candidats les plus fidèles au système sont réélus. Et cela, bien qu'on sache pertinemment qu'ils poursuivront la politique générale adoptée depuis bien longtemps. Le 8 mai 2017, ainsi, moins d'un quart des inscrits ont choisi de voter Marine Le Pen. Parce qu'il s'agit d'une candidate dite d'extrême droite? Sans doute, mais les résultats du premier tour confirment le refus de changer réellement. Alors que les deux principaux challengers, Mme Le Pen et M. Mélenchon, réunissaient moins de 15 millions des voix, les trois candidats du système ont recueilli plus de 18 millions. Bref, bien que le peuple français ne soit pas totalement manipulé, et bien qu'il aspire au changement, l'élection d'un Emmanuel Macron démontre que ce peuple souhaite encore un changement qui se ferait à l'intérieur du système. Pourquoi? Parce que le système préserve les acquis des gens. Autrement dit, si les Français veulent le changement, ils refusent de changer eux-mêmes. Seulement voilà, la société est le reflet, l'émanation du peuple qui la compose.
Dès lors, tant que la majorité refusera de se remettre en question, tant sur le plan des idées que sur celui des acquis sociaux, aucun changement réel ne sera possible. Cette vérité, tout le monde la connaît. Toutefois, elle dérange, car il est toujours inconfortable de se sentir finalement responsable non seulement des dysfonctionnements sociaux, mais aussi de l'immobilisme mortifère. En conséquence, cette vérité, on l'évacue. Le moyen le plus simple étant de rejeter toute la faute sur un autre, le patron, le syndicaliste, le jésuite, l'impie, qui sais-je encore. Je conseille la lecture de cette brochure intitulée « La politique mondiale des jésuites ». En 1938, l'auteur dénonçait leurs prétentions à la domination mondiale. Pour cela, il alignait les courtes citations hors contexte et sans dire quelle était l'autorité de leur auteur. Ce genre de prose n'a guère de valeur, mais elle permet de s'exonérer à bon compte. Les problèmes, c'est leur faute, ici les jésuites. La solution, dénoncer les agissements de ces parasites pour mieux les éliminer. Le plus souvent, ceux qui adoptent cette position passent leur vie à incriminer l'autre, mais sans chercher à se réformer eux-mêmes. Dans nos milieux, la cible préférée reste le judéo-maçon. Veuillez me pardonner ma brutalité, mais je le dis franchement. Cette démarche est faite de malhonnêteté et de mensonges. Voilà 2 jours, j'en ai obtenu une nouvelle confirmation. Voici comment. Sur mon mur VK, un adversaire féroce, partisan de la thèse du grand complot judéo-maçonnique, a écrit « Le bouffon Renoir va devoir faire face aux gens éveillés face au complot judéo-maçonnique qu'il nie, car ce bouffon a été retourné par ses geôliers sionistes durant son incarcération. Il n'est plus qu'une larve sataniste. » Samedi matin, je lui ai demandé de fournir les preuves de ce qu'il avance. Ayant vu son premier commentaire, je lui ai rappelé ce qu'il avait écrit avant de lui dire « Vous avez tout naturellement le droit de porter ces accusations à mon encontre. Mais ce droit implique un devoir, celui de prouver. Je vous lance donc un défi. Apportez les preuves, 1. Que mes geôliers étaient des sionistes, 2. Que pendant mon incarcération, ils sont parvenus à me retourner. Soyons précis. En guise de preuve, j'attends de vous des documents clairs. 1. Qui établiraient les liens entre mes geôliers et les milieux sionistes. 2. Qui démontreraient leur action sur ma personne ainsi que mon changement d'opinion sur la question du complot judéo-maçonnique entre le jour où je suis rentré en prison et le jour où j'en suis sorti. Ces documents, qu'ils soient écrits, sonores ou vidéo, j'attends que vous les produisiez dans leur intégralité. Sachant que vous devez les posséder, sans quoi vous n'auriez pas formulé votre accusation, je vous laisse jusqu'à dimanche soir pour les produire. Une discussion suivie par messages interposés. Elle dura un peu plus d'1 heure. Je la résumerai maintenant. Certains diront que face à ces accusations si grotesques, j'ai perdu mon temps avec un troll téléguidé par les Juifs. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un troll. Pierre Foule m'apparaît au contraire sincère dans sa démarche et dans ses idées. De plus, il est représentatif d'un certain public qui regarde mes vidéos. Se fondant sur des citations mises en lien avec des faits épars, ce public reste persuadé qu'un grand complot millénaire gouverne le monde. Cette thèse se bâtit en reliant arbitrairement des structures et des faits. Ajoutez-y une dose plus ou moins importante d'affirmations totalement non prouvées, et vous obtenez un vaste complot illuminati vieux de 6000 ans. Un complot orchestré bien évidemment par les Juifs. Depuis très longtemps, tous nos malheurs viendraient des Juifs. J'admets sans peine la puissance et la nocivité de ces groupements, qu'ils soient secrets ou non d'ailleurs. Cependant, ils m'apparaissent comme des conséquences, pas comme des causes. Pour le comprendre toutefois, il faut faire l'effort d'aller au-delà des apparences, mais pas comme le fait Pierre Foule. J'affirme en effet qu'un Pierre Foule ne raisonne pas. Il n'écoute qu'un son de cloche, juste pour conforter ses préjugés. Certes, il peut lui arriver, à certains moments, de se trouver dans le camp du vrai. Mais c'est par accident. C'est parce qu'en l'occurrence, une facette du vrai conforte ses préjugés. Dans ce cas, oui, il écoute le bon son de cloche. Ainsi se dira-t-il révisionniste, au motif qu'aucune preuve ne vient attester l'existence des prétendues chambres à gaz hitlériennes. Mais dans un autre contexte,
il est capable de proférer ou de soutenir les contre-vérités les plus flagrantes, les plus délirantes, voyant des faits là où il n'y a pas le moindre commencement de preuve, ce qui est tout le contraire de la démarche révisionniste. Pierre Foulle n'est donc pas libre comme il le prétend. Il est esclave, esclave de ses peurs et de ses haines, comme beaucoup trop chez nous. L'ennui est qu'en instrumentalisant le révisionnisme au service de ses haines, il permet déjà à nos adversaires d'organiser une répression toujours plus féroce. Tout cela, je voulais le démontrer à la faveur d'une discussion. Voilà pourquoi je commençais par lui demander les preuves du fait qu'en prison, j'aurais été retourné par mes geôliers sionistes. Dès le début, notre homme déclara forfait. Comme toujours dans ces cas-là, l'injure remplaça l'argumentation. Je me vis traiter de TDC, autrement dit trou du cul. Je lui rappelai que l'injure ne remplace pas la preuve. Pierre Foulle ne fit que répéter son accusation, me reprochant de ne jamais parler des faits. Le prenant au mot, je lançai « Vous vous vantez d'apporter des faits, donc veuillez prouver le fait que j'ai été retourné en prison par des geôliers sionistes. » Les mêmes réponses dilatoires me furent opposées. Face à mon insistance, Pierre Foulle rétorqua « Nier les complots est une preuve magistrale que tu as vendu ton cerveau à Satan. » Nous retrouvions ici un travers constaté à des degrés divers chez ceux qui, comme lui, prétendent tout expliquer par un grand complot. Ils en sont si intimement persuadés que dans leur esprit, aucun désaccord avec leur thèse ne pourrait être le fruit d'une réflexion honnête, bâtie et argumentée. Non, tout désaccord ne peut avoir pour cause qu'une bien mauvaise raison. Ici, avoir vendu mon âme au diable. Plus généralement, Pierre Foulle l'affirme. Contester l'existence du grand complot, c'est être un couillon qui refuse de voir la réalité. Peut-être. Mais cela ne répondait toujours pas à ma question. D'où ce rappel à revenir au sujet. Recentrons le débat, lui disais-je. Vous avez écrit à mon propos, car ce bouffon a été retourné par ses geôliers sionistes durant son incarcération. Pour l'heure, je vous demande d'avancer les preuves de ce fait. Les avez-vous, oui ou non? Pierre Foulle invoqua le Prozac ou le LSD, mais toujours sans la moindre preuve. J'insistai. Acculé, mon contradicteur lança qu'il n'était pas besoin de preuves. Pour quelqu'un qui se déclare révisionniste, c'est un comble. Puis il invoqua la merde dont on m'avait bourré le cerveau. Je répliquai, qui on? Quand? Comment? En quelles circonstances? Face à mon insistance, il produisit le diagramme suivant avec un nom Tavistock. Ma réponse fusa. Soyons sérieux, cher internaute. Qui, à la prison de Valenciennes ou de Forêt, m'a fait subir un traitement? C'est ce nom-là que j'attends. Peu après, j'ajoutai, on m'aurait mis du Prozac dans ma nourriture, voire du LSD. Mais avez-vous la preuve de ce prétendu ajout? Un document me concernant, un rapport me concernant. Mon contradicteur invoqua le cas de Cathy O'Brien. Pitoyable dérobade. Nous ne parlons pas de Cathy O'Brien, objectai-je, mais de moi. Lassé par ces réponses dilatoires, je pénétrai sur le terrain de l'humour. Alors, où sont les documents concernant mon lavage de cerveau en prison? Car je ne me suis aperçu de rien. Mais c'est peut-être ça le chic du lavage de cerveau. On ne se souvient de rien. C'est vrai que les carottes avaient parfois un goût bizarre. Mon contradicteur sortit alors 3 documents qui, comme toujours, ne me concernaient pas. Un dialogue de sourds suivit, Pierre Foulle se révélant incapable de relever mon défi. Je terminai ainsi. Vous prétendez démontrer l'existence d'un complot mondial, mais quand on vous demande d'apporter la preuve d'un fait bien plus simple, car localisé dans le temps et dans l'espace, un traitement que j'aurais subi en prison de la part de mes geôliers sionistes, vous en êtes incapable. Les internautes concluront de même. Puis je lui demandai s'il était révisionniste. Bien sûr, répondit-il, je suis chimiste et j'ai lu le rapport Rudolph. L'ennui est que trop souvent, ce genre d'individu est révisionniste non parce qu'il aurait étudié le dossier sérieusement, mais parce que le révisionnisme le conforte dans son anti-judaïsme et sa croyance au complot juif mondial. Pierre Foulle ne fait pas exception. Pour nos adversaires, c'est du pain béni, car un Georges Bensoussan, pour ne prendre que lui, peut alors justifier non seulement le refus de débattre avec les révisionnistes, mais aussi la répression à leur encontre. Qu'on en juge. Le discours négationniste
qui consiste à dire les chambres à gaz n'ont pas existé, tout ça est une invention des Juifs, l'erreur serait d'y répondre sur le même terrain en disant « vous vous trompez, les chambres à gaz ont existé, voici les preuves, voici l'immense littérature historique sur le sujet, et nous allons vous démontrer qu'elles ont existé. » Ça ne sert strictement à rien, parce que celui qui tient ce discours est convaincu du bien fondé de sa thèse. Parfois même, il est convaincu en son fort intérieur que les chambres à gaz n'ont pas existé. Et plus on cherchera à le persuader qu'elles ont existé, plus on le convaincra qu'il existe un complot juif qui vise à le convaincre qu'elles n'ont pas existé. Autrement dit, s'il croit à la théorie du complot, parce qu'il croit à la théorie du complot, à savoir qu'il y a un complot juif mondial qui vise à faire croire qu'il y a eu une gigantesque Shoah pour telle ou telle raison, eh bien, si on cherche à le convaincre du contraire, on le renforce dans sa théorie du complot. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas répondre sur ce terrain-là, mais de répondre sur le terrain des mécanismes de la pensée négationniste, en lui montrant que par son négationnisme, ce qu'il cherche dans le fond, c'est à évacuer le génocide parce qu'il est l'empêcheur d'être antisémite normalement, de permettre, en évacuant le génocide et en démontrant qu'il n'a pas eu lieu, de pouvoir être antisémite à nouveau. D'où le paradoxe, le génocide n'a pas eu lieu, et parce qu'il n'a pas eu lieu, je me permets moi désormais d'être antisémite, et même mieux encore, et c'est là où le paradoxe confine à l'absurde, dès lors que le génocide n'a pas eu lieu, je me permets de dire qu'il devrait avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui est capable d'inventer un tel mensonge et une telle supercherie mondiale est assez pervers pour être assassiné en réalité. L'ennui est qu'après cela, les juges peuvent lourdement nous condamner, comme ici à Coutances en 2015, au motif que nous insufflerions la haine à une partie de la population. J'aimerais bien pouvoir leur répliquer que c'est faux, mais il faut l'admettre, les messages d'un Pierre Foule, qui parle de synagogue de Satan et qui se plaît à citer Louis-Ferdinand Céline, leur donnent raison. Voilà pourquoi, quand Pierre Foule se déclara révisionniste, mon objectif fut de lui démontrer qu'en vérité, il ignorait le dossier. Je commençais avec une question simple. Comment expliquez-vous que le 2 mars 1943, les employés aient bétonné le sol de la chambre à gaz au Créma 4 de Birkenau? La réponse vint d'un ridicule fini. Il y avait du ciment en trop. Me faisant l'avocat du diable, je répliquai « Oui, mais ils l'ont coulé dans la chambre à gaz au crématoire 4. N'est-ce pas la preuve d'une chambre à gaz dans ce créma ?» Encore une fois, l'individu changea de sujet en parlant d'Hitler pion de la matrice. Puis il parla du bleu de Prusse, ce qui était sans rapport puisque le créma 4 étant ruiné, aucun mur n'est plus visible aujourd'hui. Je lui demandai donc s'il connaissait le document que je venais d'invoquer. Réponse, les chambres à gaz homicides n'existent pas, point barre. C'était avoué qu'il l'ignorait. Or, c'est un document très souvent cité, y compris dans les livres de propagande destinés à la jeunesse. Un militant révisionniste ne peut donc se permettre de l'ignorer, ou alors il n'est pas véritablement révisionniste. Afin de savoir si Pierre Foule avait vraiment étudié le dossier, ce qui implique d'avoir écouté les deux parties, je l'interrogeai sur les ouvrages anti-révisionnistes qu'il avait lus. Mon contradicteur prononça le nom de Pressac. Mais l'avait-il lu? Face à ces sempiternelles réponses dilatoires, j'insistai. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Avez-vous lu un ouvrage ou un article de Pressac? Si oui, lequel? Veuillez me donner le titre. Ce n'est tout de même pas compliqué. Acculé, il répondit « J'ai lu la traduction anglaise du travail préparatoire du tribunal de Nuremberg. C'est autre chose que Pressac dont je m'en bats les couilles. La littérature mensongère ne m'intéresse pas. » Je rétorquai « Ok, donc vous n'avez pas lu Pressac, mais vous dites que c'est de la littérature mensongère. Et vous affirmez que j'ai été lavé du cerveau, mais sans pouvoir apporter le moindre début de preuve. Bref, vous êtes perdu dans vos certitudes a priori. Vous n'écoutez qu'un son de cloche juste pour renforcer vos convictions de départ. » Comprenant l'incohérence de sa position, mon contradicteur tenta de la sauver en répondant « Pressac, je l'ai lu sur le blog de Forisson. Ok, cessez de me faire chier avec cet escroc. » Ma réplique ne se fit pas attendre. Donc, vous ne l'avez pas lu, Pressac, dans le texte. Sinon, il y a bien longtemps que vous m'auriez donné le titre de l'article du livre que vous auriez lu. Cela confirme. Vous n'écoutez qu'un son de cloche. En face, les juifs et autres fanatiques de la mémoire font pareil. Ils ne lisent que leurs historiens et disent « Ah, pas besoin de lire ces escrocs de négationnistes, ils ont été 1000 fois réfutés. L'Holocauste est une évidence. » Face à ces injures, j'ajoutai «
Je suis certain qu'un exterminationniste vous mettrait au tapis en 10 minutes, car en vérité, vous ne connaissez pas le dossier qui est beaucoup plus complexe que vous ne vous en doutez. Il pourrait vous avancer des documents qui vous laisseraient sans réponse. » L'individu répliqua : « Les exterminationnistes sont comme toi, des négateurs des complots. » Le pauvre Pierre Foulle était décidément bien mal inspiré. Je répondis : « Pas du tout, au contraire. Ils disent que l'extermination des Juifs fut un grand complot tenu secret, avec un langage codé, suppression des témoins. » J'ajoutai : « Je suis sûr que vous n'avez pas lu l'ouvrage de Florent Braillard, Auschwitz, enquête sur un complot nazi. » Pour eux, oui, l'extermination fut un complot. Avez-vous lu l'ouvrage de Florent Braillard ? La réponse vint, résonnant comme un aveu. Je ne lis que la littérature qui me sied. Il est bien là le problème, répliquai-je. Moi, je lis les deux parties afin de bien juger la question et de ne pas m'enfermer dans mes certitudes de départ. Je continuai ainsi. Quoi qu'il en soit, je souligne une chose. Quand vous avez écrit « Les exterminationnistes sont des négateurs des complots », vous avez commis une grave erreur. Leur théorie elle-même explique le prétendu holocauste par un complot. Suite à une nouvelle réponse, je soulignai : « Vous écrivez « Ceux d'en face ne m'intéressent pas ». C'est bien là le problème. Vous restez perdu dans vos préjugés. » Il lança : « Tes invectives, tu sais où je te les mets. Pour moi, tu n'es qu'un bouffon. » « Mes invectives, répliquai-je. Mais c'est vous qui ne cessez de m'injurier. Voulez-vous qu'on dresse la liste de toutes vos insultes à mon encontre depuis le début ? Là encore, vous pratiquez l'inversion accusatoire. Vous détestez les Juifs parce qu'ils vous renvoient votre propre image, voilà tout. » Mon contradicteur tenta une dernière fois de justifier son refus d'écouter l'autre partie en déclarant : « Tu lis les deux parties dont l'un est Satan. C'est pour cela que Renoir le souffre. » Je choisis alors de mettre fin à cet entretien qui avait duré plus d'1 heure. Conclusion de tout cela. 1. Je vous ai demandé les preuves démontrant que j'aurais été retourné en prison par des geôliers sionistes. Vous avez été incapable d'en apporter une seule. 2. Vous êtes révisionniste, mais sans avoir lu ceux d'en face. 3. Vous n'écoutez qu'un son de cloche afin de conserver vos préjugés. 4. Comme les juifs activistes, vous pratiquez l'inversion accusatoire. En fait, vous les détestez parce qu'ils vous renvoient votre propre image. Voilà tout. Je vous souhaite une bonne journée, Vincent. Pierre Foulle n'est pas un cas extrême. 30 ans de militantisme m'ont permis d'en rencontrer un certain nombre. Révisionnistes sans connaître un minimum le dossier, uniquement parce que cela les arrange, plus exactement parce que cela nourrit leur anti-judaïsme. Un anti-judaïsme qui permet de s'exonérer à bon compte. C'est pas nous, c'est eux, tout est leur faute. Même le tsunami de Fukushima. Si vous y voyez une catastrophe naturelle, alors vous êtes un couillon. Le tsunami a été déclenché sur ordre, notamment des Rockefeller, avec 2 bombes nucléaires placées dans une faille suite à l'arrêt de l'achat par la Banque du Japon des bons du Trésor américain. Des bombes dérobées dans le Koursk par des forces secrètes d'origine nazie. Les preuves ? Aucune. Mais allez démontrer que c'est faux. Après tout, moi je n'y étais pas. Le jour de la catastrophe de Fukushima, j'étais en prison, donc bien loin de toutes les sources d'information. Et c'est précisément en prison que mes geôliers sionistes me retournaient en me faisant subir on ne sait trop quel traitement. Seulement voilà, cette fois j'y étais. Et je puis vous dire, ces histoires sont de la pure invention. En prison, je n'ai subi aucun traitement. J'y suis ressorti dans le même état d'esprit que j'y étais entré. En 2015, on me l'a fait payer chèrement, très chèrement même. Finalement, les romans de Pierre Foulle sur mon compte sont du même acabit que toutes ces histoires qui circulent sur le net. C'est la même des raisons qui consiste à établir des liens arbitraires entre de multiples faits disparates pour en tirer une conclusion délirante. Les juifs et les maçons, oui, ils sont puissants. Provoquent-ils des guerres et accaparent-ils des richesses semant la désolation et la pauvreté ? Pourquoi pas ? Mais puisque Pierre Foulle est porté sur le conspirationnisme, alors je citerai un site conspirationniste qui explique « Les religions ne sont pas là pour nous éveiller à la spiritualité, mais pour nous maintenir dans l'ignorance et nous diviser, nous empêcher de réfléchir à qui nous sommes vraiment, pourquoi nous sommes là,
et nous déculpabiliser de nos actes, nous soulager de nos responsabilités. Mon Dieu, pourquoi tant de guerres? Pourquoi la famine? Pourquoi poser cette question à Dieu alors que nous en sommes tous responsables par notre bêtise et nos inactions? Un humain en pleine possession de ses moyens ne poserait jamais de telles questions à Dieu. Un humain responsable en prendrait l'entière responsabilité et passerait le reste de son temps à agir pour dénoncer ce qui ne va pas et modifier cela, quitte à donner sa vie pour cela. Il a raison, à ceci près que je n'incriminerai pas les religions. Personnellement, je reprendrai ce message en le modifiant ainsi. La thèse du grand complot judéo-maçonnique ne sert pas à nous réveiller, mais à nous empêcher de réfléchir à qui nous sommes vraiment, pourquoi nous sommes là, et à nous déculpabiliser de nos actes, nous soulager de nos responsabilités. Pourquoi tant de guerres? Pourquoi la famine? C'est la faute des Juifs. Pourquoi poser cette question en désignant les Juifs, alors que nous en sommes tous responsables par notre bêtise et nos inactions? Un humain en pleine possession de ses moyens n'accuserait pas les Juifs d'être la cause première de tout. Un humain responsable en prendrait l'entière responsabilité et passerait le reste de son temps à agir pour dénoncer ce qui ne va pas et modifier cela, quitte à donner sa vie pour cela. Finalement, Pierre Foule, qui de vous ou de moi a donné sa vie pour dénoncer ce qui ne va pas et pour tenter de le modifier? Cette question, je la pose à tous ceux qui, bien cachés derrière un pseudonyme et un avatar, me reprochent de ne pas croire au grand complot. C'est précisément parce que je ne crois pas en la toute-puissance des complots que j'accepte de monter en première ligne et de me battre. Une autre raison est la suivante. Je ne me bats pas pour faire changer les Juifs ou les maçons, mais pour faire changer mon peuple. Car loin de le prendre pour un troupeau amorphe qui se laisserait totalement manipuler, je garde au contraire confiance en lui. Bonsoir.